Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, je vous propose un conte traditionnel norvégien intitulé Soria Moria. Le voici, Soria Moria. C'est un conte populaire extrêmement célèbre en Norvège, probablement l'un des contes les plus importants du corpus des contes traditionnels qui circulent depuis plusieurs siècles dans ce pays, mais qui n'a été, ainsi que beaucoup d'autres, transcrit que dans les années 1840 par deux jeunes étudiants qu'on pourrait peut-être aujourd'hui appeler des étudiants ethnologues, bien qu'à l'époque cette terminologie n'existait pas, et qui en fait, observant qu'un patrimoine culturel très riche circulait dans les campagnes de Norvège depuis des siècles et menacé de disparaître parce que, relevant de l'oralité, ont décidé d'en faire une retranscription. Alors la technique qu'ils ont employée, c'est de marcher. Ils ont choisi une région, la région de Gudbrandsdalen, qui est une région centrale de la Norvège, géographiquement. Évidemment, vous imaginez qu'en faisant le trajet à pied, et même à cheval de temps en temps, la Norvège qui fait 2000 km de long, ils n'auraient jamais pu la couvrir entièrement dans l'espace de toute une vie. Donc ils ont fait le choix de se concentrer sur cette région de Gudbrandsdalen, parce qu'en fait c'est une région agricole importante, bien qu'il y ait très peu de terres agricoles dans cette partie-là, mais la culture y est agricole et sylvestre. Et c'est autour de cette région que Ibsen, par exemple, situera les aventures de Peer Gynt. Et cette région de Gudbrandsdal, elle est très paysanne encore aujourd'hui. Et à cette époque-là, donc, c'est dans cette paysannerie que se trouvait le trésor national, puisque c'est comme ça qu'il était perçu, qu'il a été perçu, des contes traditionnels populaires. Alors, en deux mots, pourquoi un trésor national? On est là dans les années 1840, au moment où Asbjørnson et Moe vont commencer à entreprendre la collecte de ces récits. 1840, depuis 1814, la Norvège est en union avec la Suède et elle a gardé une constitution qu'elle a écrite en 1813. Et en fait, il y a un grand mouvement qu'on appelle le national-romantisme dans l'histoire de Norvège qui pousse à une indépendance du pays et qui aboutira à cette indépendance en 1905. Mais avant d'y aboutir, il va falloir passer par une revendication politique très serrée, très dense et sur tous les domaines qui impliquent la vie de ce pays, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines le monde de l'éducation, par exemple, la possibilité de pouvoir avoir des universités, la possibilité de pouvoir battre pavillon norvégien dans le commerce, le droit d'avoir des représentants au gouvernement, et aussi les outils pour se construire une culture propre. Une culture qui puisse, puisque vous voyez, un peuple qui cherche son indépendance vis-à-vis d'un pays dominant, il faut aussi qu'il puisse s'en démarquer de ce pays dominant. Or, depuis plus de 4 siècles, la Norvège est sous dépendance du Danemark, puis à partir de 1814 de la Suède. Donc elle a un peu perdu ce qui faisait son identité propre. Et elle va la rechercher là où finalement l'imprégnation de la culture dominatrice n'est pas arrivée, c'est-à-dire là où les chemins s'arrêtent, dans les montagnes, dans les fjords et dans ces fameux petits villages que j'évoquais au début de cette vidéo, où se préserve toute une tradition orale qui est dès lors considérée comme trésor national sur lequel vont s'appuyer ces élites intellectuelles et artistiques pour faire surgir une identité culturelle à ce pays. Et ce conte, Soria Moria, s'inscrit dans cette lignée. Voilà, je vous présente la jaquette. Donc ça, c'est une édition française que j'ai faite moi-même pour ce qui est du texte, avec l'aide de mon ami Godot pour les illustrations que l'on trouve sur la première de couve et les autres que l'on trouve à l'intérieur. Il y a à peu près une quinzaine d'illustrations pleines ou demi-pages.
Le, J'ai choisi en fait, il existe déjà hein, des traductions de ce texte, mais ce sont souvent des traductions assez courtes puisque Asbjørnsen et Meux, lorsqu'ils en ont fait le récit et le compte-rendu, ont volontairement choisi d'en faire quelque chose d'assez synthétique. Et on observe, à l'inverse, que lorsque le récit est raconté lors de veillées, eh bien, chacun y rajoute tout un tas de détails qui font le charme d'un récit et la vie d'une œuvre contée. Et alors ce que j'ai eu envie de faire, parce que ça n'existait pas encore à l'époque en France, c'est une version de ce texte qui soit une version longue et détaillée de l'aventure. Alors, je l'enregistre aujourd'hui pour vous suite à une suggestion qui m'a été faite là il y a quelques jours. Et parce qu'en fait, ce livre qui date quand même de 2014, hein, on l'a fait en 2014, il m'est revenu comme ça par le biais de la BNF qui m'a envoyé un message, puis ensuite qui m'a téléphoné, parce qu'une association pour malvoyants souhaiterait qu'il en existe une édition en braille et me demandait donc si, en tant qu'éditeur de ce livre, puisque c'est un livre que j'ai fait en auto-édition, je voulais bien donc que ça soit ça. Évidemment que je veux bien, je trouve ça extraordinaire, surtout de pouvoir rendre la littérature, le récit, le verbe accessible aux non-voyants, c'est même indispensable. Et ce sont des gens qui ont une imagination absolument énorme. Ils ne voient pas, ils ne font qu'entendre. Alors, c'est soit ils ont été voyants à un moment et donc leurs images sont des images reconstruites d'après ce qu'ils ont connu, mais qui sont grandies, qui sont accentuées, parce qu'il y a tout ce manque qui se peuple à l'intérieur, soit ce sont des gens qui sont aveugles de naissance, et qui là donc construisent autour de représentations très intérieures l'image qu'ils vont se faire du récit. J'avais évoqué sur Facebook justement une anecdote qui m'avait personnellement beaucoup touché lorsque je guidais en Norvège. Un jour, une personne dans ce groupe vient me voir, son mari était là, son mari était aveugle, et elle me demande si elle peut enregistrer le guidage que je vais faire pendant les 10 jours où nous serons ensemble. Et elle m'explique qu'elle va faire ça parce qu'à leur retour, elle et son mari ont une association de non-voyants avec lesquels, chaque fois qu'ils font un voyage, ils organisent une réunion. Et là où, vous voyez, d'autres gens peuvent se diffuser des diapositives, et bien là, en fait, ils diffusaient de l'audio. Quelqu'un qui raconte le pays. Et tous ces gens, eh bien, qui n'étaient pas partis, recevaient les informations de ce pays mentalement et sans le médium de la vue. Une forme de voyage très particulier. Donc oui, je suis très sensible à ça, je suis très sensible à cette demande. Et donc voilà, je vous fais une lecture de ce très joli conte de Soria Moria, donc conte de Norvège. Il était une fois dans un village près d'un fjord, un homme et une femme qui vivaient très pauvrement. L'homme était pêcheur. Chaque matin, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il se levait à l'aube et partait dans sa barque dans l'espoir de ramener quelques poissons. Il restait sur le fjord toute la journée et ne rentrait que tard le soir. Sa femme, elle, pendant ce temps, jardinait le champ attenant à leur petite maison et tentait d'y cultiver quelques asperges, des pommes de terre et du chou. Bon an, mal an, le couple parvenait à survivre et à passer d'un jour au lendemain. Leur existence était rude, mais ils avaient un rêve, et ce rêve leur permettait de supporter bien des privations. Il occupait toutes leurs pensées. Le matin, au moment de monter dans sa barque, l'homme y pensait. La femme, dès son premier coup de bêche dans la terre gelée, y pensait. Chacun de son côté y pensait toute la journée, et c'était là leur moyen d'être ensemble, lui sur le fjord, elle dans le champ. Le soir, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils s'installaient l'un contre l'autre devant la cheminée, se réchauffant aux flammes bienfaisantes de l'âtre. À mi-voix, ils évoquaient leurs rêves.
Leurs visages s'éclairaient alors, et c'était comme si les fatigues du jour s'envolaient. L'avenir soudain se parait de 1000 couleurs, reléguant la tristesse des jours au dehors, de l'autre côté de la porte. « Comment l'appellerons-nous » demandait inlassablement la femme. « Si c'est une fille, nous la nommerons Lucie, car elle sera notre lumière. Si c'est un garçon, nous pourrions l'appeler Alvar, comme mon grand-père, » répondait invariablement l'homme. Et de se répéter ainsi chaque jour le nom de leur futur enfant leur donnait du courage. Un jour leur rêve se réalisa. Ils eurent un petit garçon. Comment exprimer leur joie à la venue de cet enfant? Eux d'ordinaire, si humbles, firent le tour du village, allant voir chaque voisin. « Regardez, disait la mère, regardez le trésor que le bon Dieu nous a offert. »« Voyez, poursuivait le père, il a déjà de bonnes mains, il sera vaillant à l'ouvrage. » Les voisins lâchèrent du bout des lèvres quelques compliments, mais tous pensaient en secret « Quel culot de la part de ces misérables, et comment vont-ils le nourrir, ce nouveau venu? Ne sont-ils déjà pas assez pauvres? Parions qu'avant peu, ils ne viennent mendier du pain. » Loin de ces médisances, le petit Alvar grandit entouré de tout l'amour de ses parents. Il développa un caractère d'une profonde gentillesse. Jamais il ne se fâchait, jamais il ne faisait de caprices, mais il était rêveur. Rêveur à un point qu'on n'avait jamais vu. Il oubliait tout. Fallait-il couper un peu de bois pour la cheminée? Il s'armait d'une hache et partait en forêt, mais en chemin il suffisait d'un papillon, d'un hérisson, d'un rayon de soleil pour attirer son attention et l'amener loin, très loin des bûches qu'on lui avait demandées. Alors adieu la belle flambée. Il revenait des heures plus tard sans rien dans les mains, et si on lui demandait où il était passé, il répondait « Oh, je me suis promené ». Les premières années, ses parents ne s'étaient pas inquiétés. « Notre fils est un peu poète, voilà tout, disait-il. Avec le temps, ça passera. » Les garçons de son âge le tenaient à l'écart parce qu'il était le fils de pauvres, mais aussi parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre son caractère lunaire. Les filles, quant à elles, passaient leur temps à se moquer de lui. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 13 ans, sa mère le plaça chez le charpentier. Le premier jour, il s'intéressa. Le deuxième jour, il dut raboter des planches toute la journée. Le troisième jour, Alvar était tant courbattu qu'il eut du mal à se lever. Sur le chemin du village, il se dit « Je crois que j'en sais assez sur le métier de charpentier. » Et il bifurqua vers la montagne où il partit se promener. Sa mère le plaça ensuite chez le menuisier. Mais là aussi, au bout de 3 jours, Alvar en eut assez et s'en alla se promener. Avec le temps, il avait appris à bien connaître la montagne. Il affectionnait tout particulièrement un lac situé sur un joli plateau fleuri. L'été, il pouvait rester des heures allongé sur sa berge à écouter le silence de l'altitude. Son cœur s'emplissait de tout ce qui l'entourait pour en faire des fables. Le moindre détail lui devenait sujet à s'extasier, même une feuille avait le pouvoir de l'émouvoir. On aurait dit qu'il vivait dans sa tête des aventures extraordinaires. Mais hélas, personne d'autre que lui n'y avait accès, et ses parents se désolaient. Les années s'écoulaient et Alvar commençait à coûter cher. Ses pauvres parents essayaient tout ce qu'ils pouvaient pour lui donner le goût du travail, mais rien n'y faisait. Ils l'aimaient sincèrement, mais il commençait à désespérer. Un jour, un navire se présenta dans la petite rade du village et vint s'amarrer au milieu des barques. Comme il n'y avait pas d'auberge, les marins furent logés chez les habitants, et le tirage au sort voulut que le capitaine se présentât chez les parents d'Alvar. À la fin du dîner, lorsqu'Alvar fut parti se coucher, il dit « C'est un bon garçon que vous avez là. À quel avenir le destinez-vous » La mère répondit « Alvar est brave, sachez-le, capitaine. Nous l'aimons plus que tout au monde. Mais nous ne savons plus que faire de lui. Notre fils passe sa vie la tête dans les étoiles, et quoi que nous fassions, nous ne parvenons pas à le ramener sur terre. À peine sait-il garder un emploi plus de 3 jours. C'est pourquoi plus personne ne veut de lui. » Le capitaine réfléchit et dit « Je connais, moi, un emploi qu'il serait bien obligé de garder plus de 3 jours. Je pars demain pour les pays lointains, et quelques hommes de plus me seraient fort utiles. Sur mon navire, il lui sera bien difficile de se soustraire au travail. Où voulez-vous qu'il s'en aille, au milieu de l'océan? Je le formerai. Je lui enseignerai le métier de matelot. Je le garderai 1 année, et ensuite je vous le ramènerai en ayant fait de lui un homme capable de gagner sa vie et de veiller sur vos vieux jours. » Se séparer de leur enfant toute 1 année ne plaisait guère aux parents, mais la proposition du capitaine avait des avantages, et Alvar allait avoir 15 ans.
Finalement, ils acceptèrent. Le lendemain, le navire appareilla avec à son bord une nouvelle recrue. Les premières heures furent un délice pour Alvar, mais très vite, son enthousiasme s'émoussa. Lorsqu'il lui fallut manier le balai et la savonnette pour récurer le pont, il ne trouva pas cela très drôle. Il ne goûta guère non plus le travail dans les cuisines à vider les poubelles, nettoyer les marmites. Plus les jours passaient et moins il appréciait la vie à bord. Dès que les marins avaient le dos tourné, il essayait de se cacher. Mais un bateau n'est pas une montagne, et chaque fois les autres avaient vite fait de le retrouver et de le ramener par la peau du dos à son devoir. N'ayant plus le moindre temps pour rêver, il perdait son doux caractère. Un beau jour qu'il briquait le pont pour la 100e fois, peut-être, il glissa sur un bout de savon et dans sa colère brandit le poing vers le ciel et s'exclama « Maudit navire, si seulement une bonne tempête pouvait nous en débarrasser !» Hasard ou conséquence, il n'eut pas plus tôt formulé ce souhait qu'un vent violent se leva. Le ciel en quelques instants s'assombrit au point de devenir presque noir et la mer se mit à bondir et secouer le navire en tous sens. Plusieurs marins s'accrochèrent à la barre, tentant de maintenir le cap. On ramena les voiles, mais certaines furent arrachées avant d'avoir pu être roulées. Le bateau fut soulevé par les vagues à des hauteurs vertigineuses. Des brassées d'eau submergeaient le pont. Il n'y avait plus aucun espoir de maintenir le navire sous le contrôle des hommes et bientôt chacun ne songea plus qu'à sauver sa vie. Alvar se réfugia dans la soute au milieu des réserves de sel et de lard. Il prit une corde et se ligota à une poutre, car il devenait impossible de rester en place tant le navire était secoué par l'océan en furie. La tempête dura 3 jours, qui parurent à chaque homme comme 3 éternités. Mais il y eut un moment où la mer se calma. Le capitaine rassembla l'équipage et fit le point pour estimer la position du navire, mais ses calculs n'aboutirent nulle part. L'endroit où il se trouvait n'existait sur aucune carte. Une conclusion terrible s'imposa. Ils étaient perdus. Plusieurs jours passèrent sans que rien d'autre que le bleu de l'océan sans fin ne s'offre au regard des égarés. Mais un matin, l'homme de vigie s'écria « Mouette, mouette, droit devant !» Ils naviguèrent toute la journée dans la direction indiquée par l'oiseau et enfin, la douce silhouette d'une terre apparut. Le navire s'approcha et chacun se voyait déjà sur la plage, mais le capitaine fit jeter l'ancre à quelque distance de la rive. Le crépuscule allait bientôt arriver, et il préférait attendre le lendemain pour accoster sur une terre inconnue. Les marins saluèrent la sagesse de leur capitaine, mais il en fut autrement d'Alvar. Il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir passer ne serait-ce que quelques instants sur la terre ferme. Il insista tant et tant que de guerre lasse, le capitaine l'autorisa à monter dans une barque pour aller chercher un peu d'eau douce. « Mais dès que tu entendras la cloche du repas, reviens à bord, dit-il. C'est un ordre. » Il ne fallut pas beaucoup de temps à Alvar pour joindre le rivage. Même s'il ne devait y rester que le temps de remplir quelques gourdes, il était fou de joie. Il tourna le dos à l'océan et parcourut le paysage du regard. La plage était faite de galets et de rochers, et juste après cette ligne minérale commençait une forêt de sapins. « Je trouverai bien quelques cours d'eau dans cette direction, » se dit-il, et il entra dans la forêt. Après avoir marché un long moment, il distingua tout au bout du chemin qu'il suivait, comme posé sur l'horizon, ce qui ressemblait à un soleil. Mais lorsqu'il avait quitté le rivage, il avait le soleil dans le dos. Alors qu'était-ce là devant ? À cet instant, la cloche du navire retentit au loin. De toute façon, se dit-il, je suis allé bien trop profond dans la forêt. Le temps que je revienne, le repas sera fini et je serai puni. Puni pour puni, autant que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. Il ne se doutait pas que jamais il ne reverrait le bateau. Il marcha dans la direction de la lumière. À mesure qu'il s'en approchait, la clarté se faisait plus vive et il distinguait des formes qui se précisaient. Une sorte de tour, des créneaux, et enfin l'image complète d'un château se dressa devant lui. Un château entièrement fait d'or. Le crépuscule arrivait et il lui fallait songer à s'organiser pour passer la nuit. Son estomac, par ailleurs, commençait à lui rappeler qu'il n'avait rien mangé depuis le matin. Il posa sa main sur la porte et poussa doucement. Un grincement s'échappa et elle s'ouvrit. Sous ses yeux apparut alors un jardin où toutes les couleurs du monde semblaient avoir été rassemblées. Des fleurs aux formes fantastiques s'épanouissaient en de complexes et délicats motifs. Des rosiers grimpaient très haut le long des murs et leurs roses
semblaient comme des constellations d'étoiles sur les parois immenses du château. Du mimosa poussait dans le gazon frais, et ses fleurs jaunes brillaient comme des centaines de petites boules d'or. Au milieu du jardin, une fontaine de marbre blanc lançait ses jets d'eau vers le ciel qui, en retombant, formait comme une pluie de perles de cristal. Des statues de pierre qu'on aurait presque dit vivantes terminaient de décorer l'endroit. Un chemin traversait le jardin et menait à une autre porte. Il appela mais ne reçut pas de réponse. Depuis qu'il avait abordé sur la plage, il n'avait rencontré personne, et cela devenait inquiétant, car comment expliquer un château dans un lieu ainsi déserté par la vie? Il poussa cette seconde porte qui s'ouvrit d'elle-même comme la première. Il traversa plusieurs salles, des salons au velours épais, des boudoirs aux soies raffinées, une salle de bal, une cuisine étincelante de cuivre, mais dans laquelle il ne trouva rien à manger. Ces pièces étaient ornées de gigantesques chandeliers dont les bougies s'allumaient sur son passage. Bien que chacune soit décorée d'une manière originale, ces pièces avaient toutes un point commun. Dans chacune d'elles, on aurait pu loger un village, tant elles étaient vastes et hautes. Mais une petite porte à taille humaine attira son attention. Il lui sembla entendre comme un soupir venant de cette direction. Il entra, et derrière cette porte, il trouva une jeune fille, attachée par la cheville au pied d'un lit sur lequel elle se tenait assise dans une magnifique robe de bal. Lorsqu'il apparut, elle se recroquevilla sur elle-même et demanda d'une voix presque inaudible « Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Où est-il » Alvar ne répondit pas. Ses yeux étaient grands écarquillés et sa bouche ouverte ne prononçait aucun son. Il était pétrifié. Il regardait la jeune fille et c'était comme si soudain plus rien d'autre au monde n'existait. Il ne la connaissait pas, mais il eut l'impression de la reconnaître. Il n'aurait su dire ce qui lui arrivait. Il sentit seulement qu'il ne pourrait plus jamais s'éloigner d'elle. Ces sentiments prennent du temps à être dits, mais lorsqu'ils atteignent le cœur, cela se produit en un instant. Passé le premier mouvement de surprise, la jeune fille se ressaisit. Elle regarda Alvar et lui demanda « Vous êtes fou? Que faites-vous ici ?» Comme il ne répondait pas, elle continua « Vous ne pouvez pas rester là. Il vous faut fuir sur le champ, ne perdez pas une seconde, il va vous tuer. » Alvar s'entendit alors prononcer « Venez avec moi. » « Non, répondit la jeune fille, je ne peux pas partir d'ici. Alors je reste avec vous. Elle le secoua par la manche. Réveillez-vous, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Si, dit Alvar, revenu enfin de sa stupeur. Je comprends ce que vous dites et je vous réponds que je ne partirai pas sans vous. Qui est-ce qui vous retient ici, ajouta-t-il, désignant de la main la chaîne au pied du lit. La jeune fille se détourna. Répondit alors d'une voix triste. Soit. Je vais vous expliquer puisque vous êtes si têtu, mais peut-être après sera-t-il trop tard pour vous enfuir. Il y a longtemps, lorsque j'étais enfant, ce château et ce pays que vous voyez étaient ceux de mon père. Mais j'ai eu le malheur de plaire à l'un des trolls qui hantent les forêts de ce royaume. Il a tué ma famille, s'est installé dans le château et l'a transformé par des sortilèges pour y vivre à son aise. Depuis, je suis recluse, enfermée dans cette chambre. Le soir, il introduit ses 3 horribles têtes par la porte, puis il glisse une main vers mes chaînes et il l'ouvre avec une clé. Ensuite, il m'amène avec lui dans la grande salle de bal pour dîner. C'est pourquoi je dois toujours porter cette robe. Parfois, il m'invite à venir passer un peu de temps dans le jardin qu'il a conçu pour moi, mais je refuse d'y aller, car les statues de pierre qui s'y trouvent sont toutes des gens que j'ai connus et qu'il a transformés en pierre. De les voir ainsi me brise le cœur. Maintenant, il va être l'heure de son retour. S'il vous découvre, vous serez dévoré d'un simple coup de mâchoire à leur filet. Je ne partirai pas, répondit une nouvelle fois Alvar. Comment pourrais-je m'en aller, vous sachant prisonnière en ce lieu? Comprenant qu'il ne changerait pas d'avis, la princesse ressentit une grande chaleur au fond du cœur. Elle se mit à réfléchir afin de trouver un moyen de le sauver et dit « Dans la salle d'armes, accrochée au mur, se trouve une épée. C'est la seule arme qui puisse le tuer. Cette épée est tellement grande et lourde que 10 hommes ne suffiraient pas à la soulever.
Lui-même doit pour ce faire boire d'un liquide magique qui lui donne la force de la brandir. Si vous parvenez à trouver ce liquide et à le boire, vous pourrez soulever l'épée, et peut-être alors aurez-vous une chance de le vaincre. Alvar courut à la salle d'armes, où il trouva l'épée. Une pierre précieuse en ornait le pommeau. Saisi d'une intuition, Alvar la dévissa, et une petite fiole, pleine d'un liquide rouge, glissa alors jusqu'au creux de sa main. Il en but le contenu, puis traîna l'épée jusque dans la chambre de la princesse. À peine avait-il franchi la porte que le sol et les murs du château se mirent à trembler. « C'est lui, il arrive, dit-elle. » Alvar se dissimula derrière la porte et attendit, le cœur battant. Chaque pas du troll faisait vaciller le château et trembler tout le mobilier. Alvar s'accrochait à l'épée, guettant le moment de frapper. Alors que le troll n'était plus qu'à quelques mètres de la porte, la princesse lui souffla « Vous devez attendre que les 3 têtes aient passé la porte et les couper tout ensemble d'un même coup. Si vous en ratez une, les autres repousseront. » Un rugissement retentit à l'extérieur de la chambre. « Quelle est cette odeur » hurlait le troll. « Ça sent l'humain. Il y a un humain ici. » « Monseigneur, répondit la princesse de la voix la plus douce qu'elle put trouver, vous faites erreur. À part moi, il n'y a aucun humain ici. Entrez, je vous en prie, et voyez par vous-même. » La porte s'ouvrit à la volée et un nez énorme s'insinua dans la chambre. Les narines palpitantes, il fouinait du côté où Alvar se cachait. Soudain, un œil apparut qui occupait toute la taille de la porte, tant il était démesuré. Le nez et l'œil refluèrent l'espace d'un instant, puis, comme par un phénomène d'aspiration, une tête tout entière s'introduisit dans la chambre, suivie d'une seconde, puis d'une troisième. Les têtes se déplaçaient lentement, du haut en bas de la pièce, à la recherche de leur proie. Les yeux étaient injectés de sang, comme si l'odeur d'Alvar avait le pouvoir de rendre fou le troll. Ses babines écumaient. Et lorsqu'il ouvrit ses 3 gueules, 6 rangées de dents gâtées apparurent et une haleine fétide envahit la pièce. Alvar eut un haut le cœur et faillit bien vomir, mais au même instant la princesse lui fit signe, et sans hésiter davantage, il souleva l'épée et l'abattit de toute sa force sur les 3 têtes à hauteur des coups. Le sang gicla, et les 3 têtes roulèrent à terre dans un hurlement hideux. La princesse recula d'un bond pour ne pas être écrasée et courut se blottir dans les bras d'Alvar. Lorsque le dernier souffle de vie eut quitté la poitrine du monstre, le silence retomba. Alvar et la princesse entendaient le battement de leur cœur qui cognait à tout rompre. « Merci, murmura-t-elle, merci. » Et ses yeux brillaient de joie et de reconnaissance. « Je suis libre à présent, libre, dit-elle en riant et tournoyant sur elle-même. » Mais ce bonheur ne dura qu'un instant. Et bientôt, un voile de tristesse recouvrit son visage. « Que se passe-t-il » demanda Alvar. « Quel est votre nom, jeune homme » lui demanda-t-elle, les yeux fixés dans les siens. Alvar lui dit son nom et elle reprit. « Je vous remercie infiniment de m'avoir sauvé, Alvar. Jamais je n'oublierai votre geste, mais je ne puis me réjouir entièrement du bonheur qui m'arrive. »« Pourquoi cela » demanda Alvar. « Plus rien ne peut vous retenir prisonnière. »« Si, répondit-elle, car je ne vous ai pas tout raconté. » Lorsque le troll vint au château en ce lointain jour maudit, il ne dit pas « Je veux la princesse pour épouse, mais je veux les princesses. » En vérité, Alvar, j'ai 2 sœurs, et elles sont captives tout comme je l'étais avant votre venue dans 2 autres châteaux qui, avec celui-ci, forment le royaume de mon père. La cadette est retenue par un troll à 6 têtes, et l'aînée par un troll à 9 têtes. Moi, je suis la dernière. C'est seulement lorsque les 3 trolls auront péri que notre pays retrouvera la vie et que les pierres redeviendront chères. « Alors allons chercher vos sœurs, répondit Alvar. Je vais finir ce que j'ai commencé, sinon à quoi bon vous avoir délivré ?» La jeune princesse, dans un élan de gratitude, lui sauta au cou et déposa sur sa joue un baiser. Ils cheminèrent longtemps, car le royaume était vaste. Autour d'eux, tout semblait mort. Lorsqu'ils traversaient un village, c'était toujours dans le plus grand silence. Les habitants, figés dans la pierre, les regardaient passer sans pouvoir bouger ni parler. Seuls leurs yeux exprimaient encore la vie et leur expression était d'une tristesse infinie. Dans les champs, les charrues gisaient, abandonnées. Les bois restaient inexorablement muets. Pas le moindre chant d'oiseau, pas le moindre grattement dans les feuilles, pas le moindre craquement de branches.
Ils avançaient comme dans un cimetière. Enfin, ils arrivèrent au deuxième château. Il était tout aussi beau que le premier, en plus grand et lui aussi en or. La princesse, qui connaissait les lieux, entra directement et traversa l'immense demeure jusqu'à la chambre de sa sœur. Celle-ci, en la voyant, bondit du lit auquel elle était attachée. Alvar courut à la salle d'armes où se trouvait accrochée une épée semblable à celle qu'il avait déjà utilisée. Il en dévissa le pommeau et, comme pour la précédente, une fiole en glissa, pleine d'un liquide rouge qu'il avala. Revenu dans la chambre, il se dissimula derrière la porte et la jeune princesse fit de même, laissant sa sœur assise sur le lit. Il ne leur fallut pas attendre très longtemps avant que le sol et les murs ne se mettent à trembler sous les pas du troll qui rentrait. On l'entendit bientôt hurler « Quelle est cette odeur? Ça sent l'humain! Il y a un humain ici !» Alvar attendit que les 6 têtes aient passé la porte et frappa de toutes ses forces le monstre à la jointure des 6 coups. Dans un abominable râle, le troll expira. « Nous n'avons pas une minute à perdre, dit la princesse, allant sauver notre aîné dès maintenant. » Le troll sauta. Le troll saura bientôt que ses frères sont morts, et si nous n'arrivons pas à temps, qui sait quel drame peut se produire. Ils trouvèrent un cheval qui était gardé là par le troll comme réserve de nourriture, et partirent au galop vers le 3e château. Ils galopèrent sans trêve jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Derrière les remparts, les tours s'élevaient jusqu'à presque disparaître dans le ciel, et tout en haut, sur chacun des 3 donjons était posé un clocher de diamants qui scintillait sous le soleil. Les murs étaient percés de fenêtres aux arceaux sculptés comme des branches de pommiers fleuris. Les vitraux qui les ornaient renvoyaient l'éclat profond du rubis, de l'émeraude et du saphir. « Voici le château de Soria Moria, » dit la plus jeune des princesses. « Ce château est grand comme une ville, » répondit Alvar, émerveillé. « Avez-vous une idée d'où peut se trouver votre sœur ?» « Oui, » répondit la cadette, qui soudain sauta de cheval et se mit à courir vers la porte. Alvar et la plus jeune des princesses bondirent à sa suite, et tous les 3 s'engouffrèrent dans le dédale du château. Lorsqu'ils eurent atteint le couloir qui menait aux chambres, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. « Alvar, » dit la princesse, « vous devriez tout de suite aller chercher l'épée avant qu'il ne la cache. » Alvar courut la chercher et rejoignit les 3 sœurs dans la chambre du fond du couloir. Lorsqu'il entra, il les trouva enlacées, riant et pleurant à la fois, les 2 plus jeunes racontant à leurs aînés les circonstances de leur délivrance. Soudain, une plainte affreuse et déchirante s'éleva du couloir, s'amplifiant à mesure que chacune des 9 gueules du troll la reprenait. « Mes frères! Qu'est-il arrivé à mes frères? Qui a osé les attaquer? Maudit soit celui qui leur a fait du mal. Où est-il? Où est-il? »« Je suis là si tu me cherches, » cria Alvar. « Viens me chercher si tu l'oses. » Alors le troll, ivre de fureur, fit voler la porte de la chambre ainsi que le mur qui la retenait. Il se rua dans la pièce, mais au même instant, Alvar abattit l'épée qui trancha d'un seul coup les 9 têtes. Le troll s'effondra. Alvar lâcha l'épée qui tomba lourdement sur le sol, puis il se tourna vers les princesses. « Je crois que vous êtes libres maintenant, dit-il. » La plus jeune, celle qui l'avait délivré la première, vint à lui et prit ses mains dans les siennes. « Oui, Alvar. Maintenant nous sommes libres, et c'est à vous que nous le devons. Ce pays est désormais le vôtre. Vous êtes ici chez vous, et vous pouvez nous demander ce que vous voulez, vous l'aurez. »« Je ne demande qu'à rester ici, près de vous, répondit Alvar. J'en veux pas plus, à la condition que vous me promettiez de ne plus me présenter de troll. » Ils rirent de bon cœur, et l'aînée des 3 sœurs entraîna tout le groupe au sommet de la plus haute tour. De là, leur vue plongeait sur le royaume de Soria Moria, où sous un soleil éclatant, ils assistèrent au réveil de la vie. Avec la mort des 3 trolls, le sortilège qui enfermait le pays dans une prison de pierre et de silence se dissipa. Des oiseaux apparurent dans le ciel et se mirent à chanter tout autour du château. De chaque maison sortirent des gens qui se prirent par la main et se mirent à danser. On entendit le son des violons et des flûtes s'élever dans l'air léger, et bientôt tout le pays fut en fête. Alvar prit la main de la plus jeune des princesses et lui dit « Avant de vous connaître, je n'étais qu'un fétu de paille entraîné par le vent. Vous m'avez donné la force d'être plus grand que moi-même. » La princesse serra sa main dans la sienne. Alvar s'installa à Soria Moria. Jamais il n'avait été aussi heureux. Il vivait comme en rêve dans ce pays merveilleux. Son bonheur le plus grand était de savoir chaque matin en se réveillant qu'il passerait la journée avec la plus jeune des princesses.
C'était une félicité de chaque instant que de l'assister dans les tâches du royaume. De son côté, la jeune princesse lui demandait son avis sur tout, le consultant pour la moindre babiole, juste pour le plaisir de partager quelque chose avec lui. Rien n'aurait pu aller mieux au royaume de Soria Moria. Un jour pourtant, tandis qu'il se promenait, Alvar plongea soudain dans une profonde mélancolie. Sur le coup, la princesse ne s'en aperçut pas, mais les jours suivants, comme il devenait de plus en plus soucieux, elle finit par lui demander « Mon ami, dites-moi ce qui vous tourmente. Aurais-je fait quelque chose qui vous a blessé ?»« Oh non !» s'écria Alvar, « vous n'y êtes pour rien. Au contraire, vous êtes mon soleil. » Cependant, l'autre jour, tandis que nous nous promenions, nous sommes passés devant une vieille chaumière, et cela m'a rappelé la maison de mes parents. Depuis, je ne cesse de penser à eux, que j'ai quittés il y a si longtemps, et qui peut-être me croient mort. Voilà la cause de ma mélancolie. De retour au château, la jeune princesse parla à ses deux sœurs, et toutes trois vinrent trouver Alvar. « Alvar, dit l'aîné, nous comprenons votre désir de revoir vos parents, et nous allons vous aider à le faire. » Elle lui tendit un anneau d'or. « Prenez cette bague, dit-elle. Elle a le pouvoir de vous amener où vous le lui demanderez. Ainsi, vous pourrez retrouver vos parents. Et lorsque vous les aurez rassurés, vous reviendrez. Mais Alvar, écoutez bien ce que nous allons vous dire. Le monde que nous avons créé ici avec vous est infiniment précieux. Et comme tout ce qui est précieux, il est très fragile. Vous ne devez jamais parler de nous. Si par malheur vous veniez à évoquer notre existence, le charme instantanément se romprait et vous n'auriez plus aucun moyen de nous retrouver. » Alvar, plein de gratitude, passa la bague à son doigt et disparut. L'instant d'après, il était à l'entrée de son petit village, tout au fond du fjord, comme si jamais il n'en était parti. Rien n'avait changé. Il marcha en direction de la maison de ses parents et frappa à leur porte. Ce fut sa mère qui lui ouvrit, et elle ne le reconnut pas. Elle le regarda éberluée et ne comprit pas du tout ce qu'un homme, ressemblant à un roi, faisait devant chez elle. Elle en restait muette. Alvar, voyant son embarras, n'osa pas dévoiler tout de suite sa véritable identité et inventa une histoire pour la calmer. « Bonjour, madame, dit-il, je suis en promenade avec ma troupe et j'ai pris de l'avance. Mes amis ne vont pas tarder à me rejoindre et nous regagnerons notre château. Auriez-vous la gentillesse de m'offrir un peu d'eau en attendant ?» Que pouvait bien répondre la pauvre femme? Elle le pria d'entrer. À l'intérieur, Alvar revit son père, qui lui sembla bien vieilli. Lui non plus ne le reconnut pas dans ses vêtements princiers. Alvar s'assit près de la cheminée à la place qui jadis était la sienne. « Grand merci de m'accueillir chez vous, leur dit-il. Vous avez là une bien jolie maison. »« Ah, ne vous moquez pas, monseigneur, nous ne sommes que de pauvres gens, répondit sa mère. Notre maison n'est pas bien grande, mais nous faisons ce qu'il faut pour la tenir debout. Je suis désolé de ne pouvoir vous offrir mieux. »« Ah, mais je me sens chez vous, répondit Alvar, un peu comme chez moi. Avez-vous des enfants ?» Les deux vieux se regardèrent, et un voile de chagrin passa sur leur visage. Le vieil homme répondit « Nous avions un fils, monsieur, il y a longtemps, mais il est parti, et nous ne l'avons jamais revu. Depuis, nous l'attendons, peut-être un jour reviendra-t-il, ou peut-être pas. Il nous manque terriblement. » Alvar sentit sa gorge se nouer. « Et si je vous disais, reprit-il tout bas, que ce jour est enfin arrivé ?»« Comment, monsieur, répondit sa mère, que voulez-vous dire ?» Alors il approcha son visage du halo de lumière que projetaient les flammes du foyer et prononça « Je veux dire que je suis de retour, c'est moi, Alvar, me reconnais-tu enfin ?» La mère en fut si étonnée qu'elle lâcha le verre qu'elle tenait dans ses mains, qui se brisa au sol. Son père, immobile sur sa chaise, était comme paralysé, incapable du moindre mouvement. Ses yeux furent soudain remplis de larmes. « Alvar, Alvar, mon petit, mon cher fils, quel bonheur de te revoir !» J'ai bien cru que je mourrais sans pouvoir te serrer à nouveau dans mes bras. Comme tu as changé et grandi, l'interrompit sa femme. Mais tu dois nous raconter, nous expliquer comment il se fait que tu sois vêtu si richement. Es-tu devenu roi ou prince ou je ne sais quoi? La pauvre femme bredouillait et parlait, sans même attendre qu'Alvar réponde à ses questions.
mon fils, s'émerveillait-elle, tu es magnifique. Oh, comme je suis fière de toi. Nous devons aller au village, qu'ils voient tous ce que mon fils est devenu, eux qui prétendaient que tu nous avais abandonnés, que tu serais et aimais éternellement un bon à rien. Elle entraîna son fils et son mari hors de la maison et les amena sur la place du village, où se trouvait beaucoup de monde. La foule, voyant ce jeune homme si richement vêtu, s'approcha, et bientôt les habitants du village reconnurent Alvar. Leurs visages s'illuminèrent. Ces gens, qui avait été si méchant avec lui, le fils des pauvres, comme il le nommait. À présent, ces mêmes gens se montraient très prévenants. « Mon cher Alvar, disait l'un, j'ai toujours su que tu deviendrais quelqu'un. »« Mon ami Alvar, enchaînait un autre, lui secouant l'épaule, te souviens-tu de moi? Nous étions à l'école ensemble. » Tout le monde se montrait très empressé. « Que tu es beau, lui disait l'une, que tu as l'air puissant, enchaînait une autre. Une villageoise qui jadis était celle qui entraînait toutes les autres à se moquer de lui, lui glissa à l'oreille « Ton royaume doit être splendide s'il te ressemble, et tu dois en être le joyau. » Alvar se souvint de cette fille qui était une vraie peste, et saisi d'une impulsion, il souna envie de lui faire payer un peu de sa méchanceté. Alors il lâcha « Oh, vous savez, moi je ne suis rien, le vrai joyau, ce sont les princesses, si vous les voyez, surtout la dernière. » À peine avait-il prononcé ces mots que son cœur lui brûla la poitrine. Horreur, qu'avait-il fait? Comment avait-il pu oublier son serment? Non, non, ce n'était pas possible. Pris de panique, il courut se réfugier, loin de la foule. Devant la maison de ses parents, l'attendaient les 3 princesses. Leur visage était triste. L'aînée lui dit « Nous vous avions prévenu, mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Quel besoin aviez-vous de parler de nous? » « Je suis désolé, se défendit Alvar au désespoir. Être désolé ne suffit pas à réparer ce qui est cassé, répondit-elle. Il y eut un long silence, et la plus jeune des princesses reprit la parole sur un ton moins dur. « Ce qui est fait, dit-elle. Maintenant que nous sommes ici, peut-être pourriez-vous nous faire visiter les lieux de votre enfance ?» Alvar, qui crut entendre en ces mots l'amorce d'un pardon, sauta sur l'occasion et répondit « Mais bien sûr, oui, c'est une très bonne idée. Allons marcher dans les montagnes. » Il prit la tête du cortège. Il parlait sans discontinuer. C'était comme s'il croyait que d'occuper ainsi l'attention sur autre chose pourrait gommer ce qui s'était produit. Il leur conta 1000 anecdotes. Enfin, ils arrivèrent au lac. « C'est donc ici que vous veniez rêver au vaste monde ?» lui demanda la plus jeune des princesses avec un sourire. « Oui, répondit-il, ici, précisément. » Et son cœur se mit à bondir parce qu'elle avait souri. L'avenir ne pouvait pas être aussi sombre qu'il l'avait craint, puisqu'elle avait souri. « Nous devrions nous reposer un peu, dit l'aîné. Cette marche m'a fatigué. » Tous les 4 s'installèrent sur un tapis de mousse, et bientôt Alvar sentit le sommeil l'envahir. La plus jeune des princesses lui proposa de reposer sa tête sur ses genoux. Et ainsi, il s'endormit. Les 3 sœurs alors se regardèrent. Elles avaient des larmes plein les yeux. Elles déposèrent chacune un baiser sur le front d'Alvar, puis la plus jeune lui souleva la main et lui retira l'anneau magique. À la place, elle glissa un anneau de plomb, et l'instant d'après, elles avaient disparu. À son réveil, Alvar était seul, vêtu des vieux haillons de son enfance. Écrasé par le malheur, il descendit de la montagne. Des semaines et des mois passèrent, sans qu'il guérisse de son chagrin. Ses parents firent ce qu'ils purent pour essayer de le consoler, mais en vain. Il errait silencieusement autour de leur maison, ou bien restait des heures immobiles assis sur une pierre. Évidemment, les villageois s'en donnaient à cœur joie lorsqu'il passait par là. « Bonjour, noble prince !» le saluait-il, la voix pleine de fiel. « Ah, il est beau, le monseigneur !» Mais rien ne parvenait à le faire guérir, ni réagir. Ses parents voyaient leur fils s'éteindre et ne pouvaient rien faire. C'était pour eux une véritable torture. Alors, un jour, n'y tenant plus, sa mère prit leur cheval par la bride et se planta devant lui. « Va-t'en, dit-elle,
Tu ne peux plus rester, il n'y a plus rien pour toi dans ce maudit village. Je ne veux plus de toi ici. Si tu restes, tu mourras. Je sais que les princesses ont disparu, mais la seule chose que tu puisses faire est de les rechercher. Va, et si tu ne les trouves pas, au moins tu auras essayé. Il n'y avait pas à discuter. Alvar serra sa mère dans ses bras, monta en selle et quitta les rives du fjord. Il traversa des plaines et des vallées, des montagnes et des fjords. Il dormit dans les fossés quand il ne trouvait pas de gîte, se nourrissant de simples baies ou de racines quand il n'y avait rien d'autre à manger. À chaque personne qu'il rencontrait, il demandait « Connaissez-vous le château de Soria Moria ?» Et chaque fois, il recevait la même réponse négative. Sa barbe poussait. Il devenait hirsute et ses vêtements s'élimaient de jour en jour. Mais il n'y prêtait pas la moindre attention. Toute sa force était tournée vers sa quête, et il avançait encore comme un somnambule à la recherche du château de Soria Moria. Des jours, des semaines, des mois passèrent. Les populations finirent par connaître ce voyageur. Certains le traitaient de démon, d'autres avaient pour lui de la pitié. Parfois on lui offrait le gîte pour une nuit et une soupe chaude. Quelques rares gens de bien essayaient de connaître son histoire, mais lorsqu'Alvar leur décrivait le château de Soria Moria, ces derniers se taisaient. Pour tous, il devint bientôt le fou des chemins. Après bien des errances, un soir qu'il cheminait, il s'égara dans les profondeurs d'une épaisse forêt. Il s'apprêtait à mettre pied à terre pour se coucher sous un arbre, lorsqu'il aperçut à travers le feuillage au loin une lumière. Se guidant à cette vision, il se fraya un passage au milieu des ronces et finit par arriver devant une cabane. Il frappa à la porte et une très vieille femme lui ouvrit. La vieillarde, toute chenue, le regarda par en dessous et d'une voix fêlée lui demanda « Que faites-vous ici, jeune homme ? Quelle drôle d'idée de venir dans cette forêt à la tombée de la nuit. Vous avez là un bien beau cheval, dites-moi. Comme il serait utile à une pauvre vieille comme moi, si seulement vous consentiez à me le céder. Je vous offre en échange cette magnifique paire de bottes. Qu'en dites-vous ? » Elle venait de ramasser 2 vieilles bottes presque aussi âgées qu'elle, pleines de boue, toutes trouées et décousues, qu'elle secouait d'un air fier sous le nez d'Alvar. Alvar répondit « Je vous donnerai mon cheval en échange du gîte, du couvert et de votre paire de bottes, si vous voulez. Mais pouvez-vous m'indiquer, madame, le chemin qui mène au château de Soria Moria ?»« Bien sûr que je le peux, répondit la vieillarde, comme si ce fût la chose la plus évidente du monde. Ces mots firent l'effet d'un coup de tonnerre. Alvar sauta à tête et prit la vieille femme par les épaules. Fébrilement, elle demanda « Vous savez où il est ?»« Ah, oui, oui, répondit-elle. Puis, après un silence, elle poursuivit « Mais il est loin, si loin. Un seul pourrait vous y conduire. »« Qui ? Dites-moi qui, je vous en supplie, implora Alvar. Et la vieille répondit, la voix chevrotante « Le vent, mon jeune ami, le vent. » Alors Alvar la regarda comme on regarde les fous, et de désespoir s'assit par terre et pleura. Doucement, la vieille femme s'approcha de lui et lui caressa les cheveux. Sa voix était devenue très douce. Elle dit « Ne me jugez pas sur mon apparence, jeune homme. En vérité, je sais très bien qui vous êtes, et je vous attendais. Mais hélas, je crains que vous ne veniez trop tard. La personne que vous recherchez doit se marier demain, et le château de Soria Moria est loin, si loin que personne ne peut l'atteindre, personne, sauf le vent, comme je vous l'ai dit. » Alvar la regardait, éberlué. « Vous la connaissez, vous savez où est le château. Mais pourquoi se marie-t-elle ? demanda-t-il. La vieille femme répondit « Soria Moria est fragile. Les trolls ne sont jamais très loin. Une jeune et belle princesse seule serait pour eux une proie tentante, et ils risqueraient à nouveau de s'emparer du royaume. Depuis votre disparition, les 2 sœurs aînées se sont mariées, mais la dernière, parce qu'elle gardait l'espoir insensé de votre retour, a repoussé l'échéance et conduisant les prétendants les uns après les autres. Et vous n'êtes pas venu. Et avec le temps, elle a dû céder aux pressions des habitants de Soria Moria. Elle a fini par se résoudre, pour écarter le danger du royaume, à épouser l'un de ses prétendants, et en ce moment même on prépare leurs noces. Je vous en supplie, dites-moi comment la rejoindre, implora Alvar, qui sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le vent, petit,
Le vent. Ce soir il passera, car il s'en va sécher le voile qu'elle doit porter demain pour ses noces. C'est peut-être votre dernière chance. » Elle pointa un doigt vers le ciel, et à ce moment-là, un ouragan se leva sur la forêt, ployant les arbres et hurlant à travers les chemins. La vieille se pencha à l'oreille d'Alvar et lui dit « Vous avez bien fait de m'échanger votre cheval. Maintenant, enfilez les bottes que vous avez acquises et suivez l'ouragan. » Alvar enfila les bottes et se mit à courir. Au premier pas, ce fut comme s'il en faisait 6. Au deuxième, comme s'il en faisait 12. Ensuite, les bottes le portèrent si vite qu'il arrivait à peine à respirer. C'était comme si elle courait sur le vent qui filait à toute allure à travers l'espace. Il vit bientôt la terre s'éloigner au-dessous de lui. Il survola l'océan, puis d'autres terres, des forêts, des plaines, d'autres pays, et enfin, à l'horizon, il reconnut les clochers de diamants du château de Soria Moria. Le vent le déposa juste devant la grande porte, et Alvar se mêla à la foule. Il en revenait à peine d'être enfin de retour. Les habitants du royaume s'étaient rassemblés pour assister au mariage qui allait avoir lieu. Chacun avait sorti ses plus beaux habits. Le château brillait de tous ses feux. Des centaines d'oriflammes flottaient sur les créneaux et les tours. Soudain, les trompettes résonnèrent, et le cortège apparut sous les hurrahs de la population. Les enfants se mirent à courir derrière le carrosse, jetant des brassées de fleurs. Alvar les suivit et arriva aux marches de la grande salle d'honneur du château. Le couple venait d'y entrer et se dirigeait vers l'estrade dressée à leur intention. Alvar aperçut la princesse et son cœur se serra douloureusement. Il voulut courir jusqu'à elle, mais la foule était si dense qu'il parvenait à peine à avancer. Il l'appela de toutes ses forces, mais le vacarme était tel que sa voix se perdit au milieu des cris de joie. Lorsqu'il parvint à gravir les marches à son tour et à entrer dans la grande salle, il fut arrêté par un serviteur du palais. « Monsieur, lui dit ce dernier, vous ne pouvez pas entrer ainsi. » Alvar, en effet, faisait peur à voir. Ses cheveux hirsutes et sa longue barbe lui donnaient l'air d'un ermite, et ses haillons, que le vent avait fini de déchirer dans sa course, ne tenaient presque plus sur lui. Mais il était tard. Il était trop tard. Il n'avait pas le temps de trouver autre chose à se mettre. Alors il ôta l'anneau de plomb qu'il portait au doigt et dit au serviteur « Je n'entrerai pas. Mais je vous en conjure, portez cet anneau à la princesse et dites-lui que je vous l'ai remis. C'est de la plus haute importance. Elle saura quoi en faire. » Le serviteur le regarda dans le fond des yeux et y vit un tel chagrin qu'il décida de l'aider. Il se fraya un chemin à travers la foule et quelques instants avant que la cérémonie ne commence, parvint au pied de l'estrade. Il appela discrètement la princesse qui se pencha vers lui. Il lui donna l'anneau de plomb en lui indiquant l'endroit où se trouvait celui qu'il lui avait remis. La princesse faillit s'évanouir en reconnaissant l'anneau. Elle leva une main. Le silence se fit dans la grande salle. Tous les regards se tournaient vers elle. D'une voix que l'émotion faisait trembler, elle dit « Bonnes gens de Soria Moria, je vous ai promis que je me marierais aujourd'hui et je tiendrai parole. Cependant, avant de procéder à la cérémonie, je voudrais vous poser une question à vous et à l'homme qui s'apprête à m'épouser. Parmi tous les prétendants qui se sont présentés à moi, je l'ai choisi lui parce qu'il me paraissait le plus honnête, le plus droit et le plus sage pour m'aider à gouverner le royaume. Mais je ne l'ai pas choisi par amour. Ce n'est en rien sa faute, car, si je ne puis l'aimer, c'est parce que mon cœur appartient depuis longtemps à un autre. Cet autre, vous-même, vous lui devez beaucoup. Sans lui, vous ne seriez pas à Soria Moria aujourd'hui. Le destin nous a séparés sans espoir, mais voilà qu'aujourd'hui, il est de retour. Alors voici ma question. À ma place, qui épouseriez-vous? Celui que la raison m'a imposé ou bien celui que mon cœur a élu? De la foule, une voix s'écria « Suis ton cœur, lui seul connaît le bon chemin !» Sur l'estrade, le prétendant s'avança et dit que dans ces conditions, il la délivrait de ses engagements. On amena Alvar dans les appartements de la princesse qui fut horrifiée de l'état abominable dans lequel il se trouvait. Mais elle prit si bien soin de lui que lorsqu'il reparut, personne ne put reconnaître l'ermite qui s'était présenté quelques heures plus tôt. On décida de ne pas repousser les noces davantage. Le mariage, vous pouvez l'imaginer, fut grandiose. On envoya des messagers chercher les parents d'Alvar qui s'installèrent dans la campagne de Soria Moria pour vivre leurs vieux jours dans la paix. Des fêtes eurent lieu dans tout le pays, dans chaque ville, dans chaque village, et si elles ne sont pas finies, c'est sûrement qu'elles durent encore. Au fronton du palais,
les jeunes mariés firent graver dans la pierre cette devise: « Suis ton cœur, lui seul connaît le bon chemin. »